Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, chers collègues, Monsieur le Président de l'ETH7, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Madame la présidente de séance, membre du comité directeur, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les membres de l'affaire, chers amis, je partage tout à fait l'avis qui a été exprimé tout à l'heure par le président et puis par le directeur général. Ça fait réellement plaisir, très plaisir de voir cet auditorium de l'affaire si copieusement garni pour nous retrouver à l'occasion de cette Assemblée générale. L'occasion pour nous, pour Mauro Poggia, vice-président du Conseil d'État, et moi-même, de vous apporter les très chaleureuses salutations du gouvernement cantonal. Merci, monsieur le professeur Meuseau, pour votre exposé extrêmement stimulant, je trouve. Je pense qu'on devrait davantage écouter, inviter des scientifiques pour nous parler. Vous l'avez parlé, évidemment, dans un contexte. Bon, à la fin, on vous a senti vibrer en parlant de choses encore plus techniques, mais on vous a senti aussi très imprégné, monsieur Meuseau. Je pense, je me fais le porte-parole. Je me permets de faire le porte-parole de cette Assemblée, très impliquée dans des questions sociétales en lien avec cette magnifique école, qui est chère à mon cœur, en effet. Et vous avez parfaitement expliqué aussi les enjeux qui sont les nôtres. C'est les enjeux de la Suisse, vous l'avez très clairement rappelé, et les vôtres de manière très concrète, très opérationnelle, en matière d'intégration dans le réseau scientifique européen, ce réseau de valeurs. Et vous avez évoqué très légèrement le fameux débat à l'Université de Genève. J'étais présent aussi et j'étais véritablement choqué, je vous dis franchement, par les propos d'un conseiller national à qui on posait la question de savoir mais c'est une catastrophe pour nos hautes écoles, pour tous nos domaines académiques, et qui a juste dit tant pis, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Tant pis, ça passe par pertes et profits. C'était glaçant comme propos, c'était même scandaleux, en tout cas à mes yeux, et c'était vraiment effrayant. Alors, augurons que l'initiative qui est la vôtre, en conjointe entre les Britanniques et les Suisses, d'essayer finalement d'influencer ou de faire en sorte que vos pairs finalement fassent pression sur les politiques, en tout cas sur l'Union européenne. Espérons qu'elle soit couronnée de succès. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. On l'a évoqué, nous avons passé, mesdames et messieurs, une longue crise durant laquelle il a fallu prendre toute une série de mesures économiques, sociales, tout à fait extraordinaires. Et aujourd'hui aussi, on l'a rappelé aussi, on passe d'une crise à une autre avec un conflit sur le territoire européen. Et au-delà du drame humain et du risque pour notre sécurité à tous, la sécurité globale, on le sait, ça a été aussi dit, il y a déjà des effets conséquents et des effets négatifs sur la société et sur notre économie. Et au cours de ces 2 années, les 2 dernières années, il a fallu à tous les échelons des pouvoirs publics, je regarde mon collègue, mon estimé collègue Mauro Poggia, ce n'est pas lui qui va dire le contraire, il a fallu questionner. Il a fallu questionner nos manières de gouverner, d'arbitrer, de décider. Il a fallu piloter souvent à vue, parfois dans le brouillard, en faisant preuve d'une flexibilité et d'une inventivité auxquelles, assurément, je crois qu'on peut le reconnaître, aucune autorité politique n'était véritablement et efficacement préparée. Et ça a été peut-être aussi le cas dans de nombreuses entreprises, même si vous, dans votre ADN, dans votre patrimoine génétique, vous êtes habitué finalement à faire face aux crises, à faire face aux défis, à faire face aux sautes d'humeur du marché, de la clientèle. Mais ce contexte a été l'occasion, vous l'avez relevé, monsieur le directeur général, de consolider les liens entre la politique et l'économie, je dirais de manière plus générale, entre la société, l'économie et le politique. Et devant chaque écueil, à chaque fois qu'un nouveau risque apparaissait, et il faut reconnaître qu'ils se sont succédés à un rythme effréné, il a fallu trouver des réponses rapidement, efficacement, aussi appropriées que possible et évidemment aussi efficaces que nécessaire, des réponses pragmatiques que nous avons très largement contribué ensemble à faire émerger
malgré, et ça il faut le relever aussi, c'est peut-être un des enseignements positifs de cette situation, malgré, ou plutôt en allant au-delà finalement des grilles de lecture habituelles qui sont des grilles de lecture idéologiques ou partisanes. Ces réponses, elles ont aussi dans une large mesure tenu compte des contraintes qui sont celles des entreprises. Et il y a eu ce dialogue vraiment très, très fort qui nous a permis de trouver des solutions appropriées, en nous appuyant d'ailleurs sur l'apport irremplaçable qui est le vôtre, qui est celui du monde de l'entreprise, en matière de créativité, de réactivité et de résilience. C'est une forme de réel politique, finalement, que l'on a mise en place, en flux continu, en nous adaptant au fur et à mesure à l'évolution de la situation. Et ce dialogue a été constant, et je pense que c'est vraiment l'enseignement principal fructueux et salutaire que l'on doit relever, puisque vous nous avez aidés, on a vraiment travaillé la main dans la main. Et l'État, de son côté, il a été amené, lui, à agir en consolidant et en renouvelant son rôle de soutien et de protection à l'égard de l'économie et de la société, en agissant de manière ciblée, dans le fond, sur deux éléments essentiels, la préservation de l'emploi et la préservation de la substance économique. Donc, c'est un bilan réjouissant que nous devons tirer conjointement. Je ne savais pas ce que vous alliez dire dans vos propos, mais je constate qu'on dit la même chose et c'est fort heureux de parvenir au même constat. Il était tellement évident que c'était difficile d'avoir le contraire. Dans le cadre de cette excellente collaboration, je dois relever, et je le dis au nom du Conseil d'État avec toute la conviction qui nous habite, la résilience et le courage dont les entrepreneurs, entrepreneuses ont su faire preuve. Et je voudrais vous en remercier toutes et tous très sincèrement. Je suis persuadé que cette expérience portera durablement ses fruits, car d'autres enjeux, mesdames et messieurs, fondamentaux nous défient. Le professeur Meuseau en a évoqué quelques-uns, notamment des entreprises qui émergent, notamment dans la protection du climat, le captage du CO2, la transformation à partir de l'air, de l'eau et du soleil en du carburant utilisable dans les avions. C'est ça qui nous attend fondamentalement maintenant, c'est donc cette protection du climat, cette contribution qui sera et qui doit être et qui est déjà celle des entreprises dans ce domaine-là, de manière à ce que l'on puisse répondre avec efficacité à cet enjeu fondamental du climat qui porte en lui, j'en suis intimement convaincu, les germes de crise potentiellement plus graves encore que celles que l'on connaît aujourd'hui et que l'on a connues ces 2 dernières années. Alors vous le savez, à Genève, on s'est engagé très fort au niveau du Conseil d'État. Ça fait un peu moins d'1 an que le Conseil d'État a adopté un plan climat renforcé, avec un niveau d'exigence, un niveau d'attente qui est considérable. Et nous engageons maintenant à le mettre en œuvre. Ça passe par des investissements massifs dans toute une série de domaines. Si je prends 2 domaines dont on peut imaginer qu'on a une certaine marge de manœuvre, les bâtiments et la mobilité, ça représente en tout cas à Genève les 2/3 des émissions des gaz à effet de serre, c'est à peu près la même chose, je pense, dans toutes les villes suisses et dans le monde occidental en général. Mais ce sont des domaines dans lesquels nous prévoyons d'investir massivement et d'investir localement aussi. Parce que, contrairement à ce que l'on fait, ce que l'on a fait pendant longtemps, acheter des agents énergétiques à l'étranger, avec de l'argent qui file à l'étranger, là, ces investissements vont se faire ici, ils vont se faire au profit des entreprises genevoises. Et je crois fermement que cet ensemble, la situation, elle est assumée en pleine conscience par le monde économique, j'en suis intimement convaincu, Blaise Mattel l'a rappelé tout à l'heure, et ensemble, donc, on va pouvoir relever ce défi qui est, à n'en point douter, à considérer comme une chance et pas un handicap pour notre économie. Mesdames et messieurs, voilà en substance le message que je souhaitais délivrer au nom du gouvernement cantonal, mais j'espère que vous me permettrez, et pas seulement parce que Blaise Mattel a évoqué, bon, gentiment, je dois dire, je m'attendais à pire, fondamentalement, mais bon, venant d'un cycliste invétéré comme lui, depuis de très très longues années, en ayant vu
parce que je suis un ancien de la maison, hein, comment il a fait évoluer cette belle maison dans le domaine du développement durable. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'une petite pique, tout à fait bien justifiée au demeurant, mais sur le fond, je pense qu'on est extrêmement en phase sur ce domaine-là. Donc, permettez-moi quand même de conclure sur quelques propos un peu plus personnels, dans des domaines de prédilection. C'est vrai, Monsieur Meuseau, Monsieur le professeur, vous avez indiqué tout à l'heure que l'ETH Zurich était une institution très démocratique, un peu comme toutes les hautes écoles, et c'est un peu normal, et puis que vous aviez tous vos 20 et quelques mille étudiants, et je ne sais pas combien de centaines de professeurs qui contestaient ce que dit le président. Bah, ici, à Genève, dans certains domaines, par exemple la mobilité, il y a 500 000 ingénieurs de la circulation qui contestent la politique qu'on essaie de mettre. Vous voyez, on partage quelque chose en commun de ce côté-là aussi. Donc le moment, le lieu, et puis l'actualité du jour s'y prête un petit peu, parce que ce que je voulais vous dire, chers amis, vos métiers, vos activités, vos entreprises, vos associations, votre fédération, notre fédération, c'est la famille professionnelle dans laquelle je me suis épanoui. J'ai passé le plus clair de mon temps, j'ai fait 30 ans de politique, mais bien davantage dans le domaine professionnel, en tant que chef d'entreprise et en tant même que membre des instances dirigeantes, il y a fait quelques années, de cette belle maison qu'est l'Affaire Genève. Donc vous le savez, je ne suis pas en train de livrer un testament politique, il reste encore une année de travail. Et puis d'autres se chargeront, j'imagine, de tirer un bilan. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on a passé 10 ans à exercer une fonction, j'ai noté que vous étiez 10 ans à la direction de l'Institut Paul Scherrer, donc c'est une valeur étalon, me semble-t-il, que c'est 10 ans. Je crois qu'il s'agit effectivement non seulement de passer à autre chose, mais il faut passer la relève faire la place à la relève et aux nouvelles générations. Et je pense que les nouvelles générations, quelle que soit d'ailleurs leur affiliation partisane, elles sont prêtes à relever ces défis de notre époque. Ce qui se passe dans votre école, on a des gens qui sont là, en tout cas ceux qui sont au niveau master, on le voit bien, ils sont au début de la vingtaine, et puis allez, c'est entre la vingtaine et la trentaine pour l'essentiel. Il y a un élan, il y a une énergie, il y a une envie de faire avancer les choses, ce qui est juste extraordinaire. Et donc c'est normal de laisser la place aux nouvelles générations. Et je pense que cette nouvelle génération, elle est aussi plus encline à entendre ou à faire sienne finalement ces préoccupations qui sont des préoccupations fondamentales. Donc, malgré le fait qu'il ne reste plus qu'une année, je compte évidemment mener et faire avancer les dossiers du Conseil d'État, et notamment aller dans le sens, c'est ce qu'on fait, des propositions que l'Affaire Genève a fait en matière de mobilité. On était tout à fait à l'écoute et on les met en œuvre. Blaise Matin en convient d'ailleurs. Mais je voudrais quand même, au cours de ces 2 législatures qui ont été les miennes, relever notamment, s'agissant de la première législature, celle qui m'a permis de m'occuper des finances cantonales, et en particulier d'une grande réforme fiscale. Elle nous a largement occupés, cher Blaise, je m'en souviens. Une grande réforme de l'imposition des entreprises qui avait été lancée par mon prédécesseur, David Hilaire, et qui a été conclue au début de cette législature par notre estimée collègue Nathalie Fontanet. Une réforme dont on peut effectivement mesurer aujourd'hui, alors que les mauvais augures prétendaient le contraire, qu'elle a été extrêmement positive. On en était évidemment convaincus, mais maintenant on a effectivement les chiffres pour le prouver. On l'a vu notamment avec les résultats extraordinaires que l'État, non seulement l'État de Genève a pu engranger, mais également les communes genevoises. Tout ça, c'est de la substance qui a été conservée ici dans le canton. C'est un cadre clair qui a été donné et c'est de la valeur qui est créée. C'est cette valeur qui est créée qui permet justement, effectivement, ensuite d'apporter des ressources à nos collectivités publiques, des ressources qui sont utilisées, c'est vrai, de manière particulièrement généreuse ici dans ce canton, mais moi-même j'en suis même fier. Hein. Donc il faut peut-être veiller à ce que ces utilisations soient faites de manière adéquate et de manière optimale, mais fondamentalement, on voit bien là aussi, effectivement, que cette richesse créée par les entreprises, cette valeur ajoutée pour la société,
finalement qui profite à tout le monde. Et puis, je pense qu'il faudra se souvenir, on l'a un peu oublié celui-là, mais durant cette deuxième législature, il y a quand même eu des faits très marquants. On a quand même, s'agissant de la mobilité, changé fondamentalement bien des choses, notamment la mise en service du Léman Express. Alors pour un Zurichois, entre guillemets, parce que M. Meuseau est un bon Genevois et on est fier d'avoir, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais moi je suis particulièrement fier d'avoir un compatriote genevois à la tête de l'ETHZ. Eh bien, à Zurich, ils l'ont compris depuis très longtemps, la vertu du RER, de la S-Bahn, comme on dit chez eux, alors que nous, on s'étripait ici encore pendant de longues années, alors qu'il y avait des milliards à les capter du côté de la Confédération. Eh bien, là, de manière efficace, on les a drainés ces milliards, on a construit un réseau RER extraordinaire. On essaye de rattraper ce retard. On a commencé avec le Léman Express. En l'occurrence, on a une difficulté plus grande avec le caractère transfrontalier de cette infrastructure. Mais fondamentalement, on atteint, après 3 ans, déjà les chiffres que l'on espérait à beaucoup plus long terme. Il y a 60 000 personnes par jour qui empruntent aujourd'hui le Léman Express. Bon, dans d'autres domaines, et je conclurai par là, avec d'autres infrastructures de mobilité, je savais que ça ne serait pas si facile que ça. Tant qu'on arrive à enfouir un train en sous-sol, ça se passe très bien. Mais lorsqu'il s'agit de partager de l'espace, par définition restreint en surface, là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut le reconnaître. Mais il est indispensable, mesdames et messieurs, et pas seulement à l'affaire Genève, il est indispensable, absolument indispensable, de réformer nos habitudes en matière de mobilité. C'est incontournable. Et c'est la conviction que je me suis faite, bien avant, peut-être avec une analyse et une rigueur, disons, scientifique, quelque part. On a un problème. D'ailleurs, la plus grande difficulté qu'ont les scientifiques et les ingénieurs, qui sont des scientifiques, c'est de formuler le problème. Une fois qu'on a formulé le problème, on a posé notre système d'équations, c'est très facile de le résoudre, mais il faut formuler le problème de manière juste. Il faut donc analyser la situation, il ne faut pas encombrer sa pensée de postures idéologiques, partisanes, que sais-je encore. Il y a des difficultés. On analyse, par exemple, en matière de mobilité, quels sont les flux, les mouvements pendulaires, quelle est la politique ou le levier du stationnement. Pourquoi est-ce que dans d'autres villes, ailleurs, on arrive à faire émerger des solutions, par exemple en mobilité douce? Il faut définir quels sont les besoins et ensuite il faut les réaliser en matière d'infrastructure. Il faut faire des investissements massifs en matière de mobilité. Puis une fois que ces problèmes sont posés, on arrive à un constat et on met en application. Et la mise en application, c'est le fait de faire un peu plus de place à des mobilités alternatives, de manière à rendre plus attrayant, plus agréable, plus sûr, nos centres urbains, qui sera tout au bénéfice de nos commerces, de notre tourisme et de nos visiteurs, et évidemment des habitantes et des habitants et des entreprises de ce canton. Donc, loin de nous énerver ou de nous offusquer, ou voire même de nous décourager, par exemple, à des levées de boucliers, je pense qu'il faut continuer à convaincre, agir par l'exemple, et puis avoir la conviction, et j'aimerais bien la partager avec vous, que nous vivons un mouvement qui, lui, est irréversible. On ne reviendra pas en arrière sur un certain nombre de choses, malgré, au demeurant, des décisions ou des recours en justice. On verra bien si on obtient raison sur certains sujets, mais je pense qu'on ne peut pas, pour notre société, revenir en arrière. Je pense que ça, c'est absolument clair. Et je voudrais dire en conclusion, mesdames et messieurs, que à travers tous ces arbitrages qui, en apparence, peuvent ne pas être toujours favorables à l'activité économique, fondamentalement, ce qui nous a habités, ça a toujours été, ce qui m'a habité, de garder en tête les intérêts et les besoins des entreprises et des commerces, en priorisant, ce n'est pas seulement un exercice de style, en priorisant l'utilisation de la route, de la chaussée, en particulier dans les zones urbaines, pour celles et ceux qui en ont véritablement besoin, qui n'ont pas d'alternative. Les entreprises de transport professionnel, bien sûr, ainsi que les personnes qui ne disposent pas d'alternative. Et je suis persuadé, je le sais, je vois progresser
et pas seulement à l'affaire Genève, dans la maison, au sein des entreprises grâce au label que nous avions mis en place avec les fêtières économiques. Cette démarche, peut-être aussi à la faveur des changements de génération à la tête des entreprises. Il y a les baby boomers dont je fais partie, on s'en va, Blaise Maté aussi. Hein. Il y a des nouvelles générations qui sont habitées, ouais, tout arrive, qui sont habitées par autre chose. Il y a d'autres valeurs, d'autres postures, et je pense qu'on doit accompagner cela. Mais je salue la posture et le travail qui se fait dans les entreprises. C'est fondamental de le faire. Posons-nous chacun la question, je me la suis posée à l'égard de mes propres collaborateurs, qu'est-ce que l'on fait avec les facilités qu'on leur offre? Et en l'occurrence, quand j'ai fait le constat qu'à chacun des collaborateurs, on offrait une place de parking, je me suis dit qu'il y avait un petit problème. Voilà. Et si chacun est capable de faire ce travail d'introspection, eh bien, on améliorera les choses. Juste encore un mot sur le 30 à l'heure, Blaise Maté, juste le 30 à l'heure. Juste rappeler qu'il ne s'agit pas d'un 30 à l'heure généralisé, ni spatialement, ni temporairement. À part le fait que la loi précisait aujourd'hui que dans l'hypercentre, c'est le 30 à l'heure qui doit être mis en œuvre, c'est déjà dans la loi. Pour le reste, c'est un régime diurne et un régime nocturne dont il est question. Et le 30 à l'heure, en l'occurrence, pour préserver la quiétude du repos bien légitime, c'est entre 22, pour l'essentiel, entre 22 et 6 heures du matin, 22 heures du soir et 6 heures du matin, que le 30 à l'heure est mis en place. La journée, c'est du 50, c'est du régime à peu près normal. Et je sais bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent la nuit, mais je pense que pour la majorité, c'est en journée, et c'est justement parce que nous avons la préoccupation de la mobilité des entreprises qu'on a proposé ce régime. À Zurich, ce n'est pas du tout ça, c'est tout jour et nuit, hein, ce qui est proposé. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est ce qu'ils envisagent, c'est un scoop. Voilà. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc on n'est plus au temps de l'idéologie. À Zurich, pendant fort longtemps, et je suis heureux qu'on ait une référence zurichoise à mettre en avant. Il y a 40 ans, à l'époque, quand j'étais effectivement à l'ETHZ, je m'étonnais beaucoup à la Paradeplatz. Bon, il y avait encore plus de grandes banques qu'il y en a aujourd'hui, mais de voir descendre du tram les gens qui allaient travailler, complet 3 pièces, tailleur pour les dames, mallettes, etc. Ils descendaient du tram, puis ils allaient dans les grandes banques à la Paradeplatz. Alors aujourd'hui, on le voit du côté des Acacias, des grandes banques qui sont importées, ils viennent du train et puis du tram, mais c'est 30 ou 40 ans plus tard. Donc les choses étaient bien en avance du côté de Zurich, et j'espère bien que Genève arrivera à rattraper ce retard dans les années qui viennent, motivé uniquement par l'intérêt général, sans œillères et sans a priori. Vive les entreprises genevoises, vive la valeur ajoutée qu'elles créent au bénéfice de toute la société, et vive l'affaire Genève. Merci de votre attention.